C'est une erreur absolue qui aura des conséquences sociales naturellement, puisque si on coupe de 40 milliards sans augmenter les impôts, parce que on a bien compris qu'il n'était pas question de taxer les riches et que la taxe Zuckman allait passer à la trappe. On a bien compris que on taperait sur les dépenses, et quand on tape sur les dépenses, et notamment sur les dépenses sociales, ça veut dire des déremboursements, ça veut dire les 64 ans là qui vont pas être mis en cause à l'issue du conclave. Qui était un faux conclave. Ça veut dire l'austérité budgétaire dans la fonction publique, les investissements qui ne se font pas dans les hôpitaux et dans l'éducation. Mais sous Macron, on a été vraiment loin dans cette stratégie, c'est-à-dire qu'on a affamé la bête, on a réduit les prélèvements obligatoires, principalement, pas seulement, mais principalement au bénéfice des entreprises et des plus riches, et puis les deux sont liés. Ça a des effets plus récessifs de réduire la dépense que d'augmenter les impôts, a fortiori si on cible les augmentations d'impôts, ce à quoi je suis favorable, sur les plus aisés. Contrairement à une idée reçue, l'État social, il est efficace. C'est pas une bureaucratie improductive, etc. Non seulement il redistribue très bien, mais il prépare l'avenir, parce que, si je reprends même les termes de la théorie standard, l'éducation et la santé, c'est du capital humain. C'est un investissement qui rend les individus plus robustes, plus qualifiés, plus productifs, et qui prépare la croissance de l'avenir. Il y a bien plus de la moitié des Français, près de 60% des Français, qui finalement reçoivent plus en prestations, en services publics, que ce qu'ils paient. Quand on additionne tout ce qu'ils paient, et ils paient beaucoup, prélèvements de cotisations sociales, d'impôts, etc., tous les impôts, 60% des Français, près de 60%, reçoivent plus que ce qu'ils paient. On a baissé les impôts depuis 2017 sur le capital et les entreprises. Et ce paquet représente aujourd'hui un manque à gagner de 60 milliards par an quand même. 60 milliards par an, c'est le chiffre de la Cour des comptes. Là, ils cherchent 40 milliards, mais il y a 60 milliards en moins à cause des réformes fiscales. Et comme il n'est pas question de revenir dessus, qu'est-ce qu'on va faire ? On va couper dans ce qu'ils appellent la bureaucratie. On a une sécession des ultra-riches. Et ça, c'est pas acceptable d'un point de vue... On est en train de revenir à l'ancien régime. Il faut savoir qu'avant la Révolution française, les nobles avaient un privilège, c'est qu'ils ne payaient pas d'impôts. Ceux qui payaient les impôts, on les appelait les ignobles. Bonjour et bienvenue sur QG. Dans les jours qui viennent, François Bayrou va présenter un plan de redressement des finances publiques. Et attention, le Premier ministre va vous demander des efforts, des gros efforts. Le gouvernement cherche à économiser 40 milliards d'euros, alors que déjà, une grande partie d'entre vous peine à finir les fins de mois. Maintenant, on vous demande d'être solidaire d'une dette que vous n'avez pas choisie. Mais au fond, qui va vraiment payer ? Est-ce les plus fortunés qui vont mettre la main à la poche ? Ou est-ce encore vous qui allez payer ? Y a-t-il d'autres solutions viables ? On en parle aujourd'hui avec deux économistes. Merci d'être sur le plateau de QG. On va commencer. Les 40 milliards d'économies, est-ce possible sans une belle casse ? C'est stupide. Les textes européens, les nouveaux qui viennent d'être révisés, n'imposent même pas ce rythme de réduction des déficits, puisque désormais, même avec ce qu'a demandé l'ancien faucon allemand, l'ancien ministre des Finances Christian Lindner, les États ne doivent réduire leur déficit que de 0,5 points de PIB par an pour atteindre les 3% au bout du compte. Et les textes permettent aujourd'hui 7 ans même pour que les États puissent investir dans la transition écologique, parce que ça a été un petit peu assoupli après le Covid pour tenir compte des enseignements de la période, comme on dit. Et là, si vous voulez passer de 5,4% du PIB de déficit à 4,6%, on est à moins 0,8%. Donc là, on est bien plus royaliste que le roi dans ce que demandent les textes européens. Alors après 40 milliards, il est évident que dans un contexte où l'économie française est éloignée du plein emploi, c'est aberrant et ça va provoquer ce qu'on appelle des effets récessifs. Encore plus de casse Je regardais sociale. le plan budgétaire de moyen terme du gouvernement remis à la Commission européenne.
il prend l'hypothèse d'un multiplicateur budgétaire de 0,75%. Donc il admet lui-même que si on coupe de 40 milliards, il va y avoir un effet récessif de 30 milliards. Et donc sur les 40 milliards en moins, si vous avez 30 milliards de PIB en moins, ça veut dire que vous avez 15 milliards de recettes fiscales en moins. Donc ça veut dire qu'au bout du compte, si vous voulez couper 40 milliards, vous n'économiserez que 25 milliards. En provoquant un effet récessif qui va engendrer une montée du chômage, des coûts sociaux induits et probablement même une montée des déficits, parce que l'hypothèse de croissance qui est retenue pour l'année prochaine dans les textes remis, ça reste 1,1% de croissance. Or, cette année, on tend plutôt vers 0,5 et l'année prochaine, il n'est absolument pas acquis que l'on fasse une croissance si importante que ça. Et donc, si la prévision de croissance n'est pas atteinte, ça veut dire que les recettes fiscales induites ne seront pas au rendez-vous et que les déficits vont continuer à se creuser. Donc là, on est dans un cercle vicieux à la fois de creusement des déficits et de la dette, ça ne va pas se résorber et l'économie va continuer à être plombée et va plonger vers la récession. Donc c'est une erreur absolue qui aura des conséquences sociales naturellement, puisque si on coupe de 40 milliards sans augmenter les impôts, parce que on a bien compris qu'il n'était pas question de taxer les riches et que la taxe Zuckman allait passer à la trappe. On a bien compris qu'on taperait sur les dépenses, et quand on tape sur les dépenses, et notamment sur les dépenses sociales, ça veut dire des déremboursements, ça veut dire les 64 ans là qui vont pas être mis en cause à l'issue du conclave. Qui était un faux conclave. Puis ça veut dire l'austérité budgétaire dans la fonction publique, les investissements qui ne se font pas dans les hôpitaux et dans l'éducation. On va en parler. Mais ces 40 milliards, donc, c'est une hérésie? Vous pensez ça aussi? Ça n'a aucun sens? D'abord, d'où on vient, hein. C'est-à-dire que la stratégie libérale qui consistait à affamer la bête, elle a été appliquée. Et on a les résultats. Hein. C'est-à-dire que la raison pour laquelle on a un déficit qui est effectivement important, il ne faut pas nier, c'est que c'est pas lié aux dépenses. Hein, les dépenses publiques en pourcentage du PIB, elles étaient du même montant en 2024 qu'en 2017, pour aller vite. D'accord. Donc si on a un déficit, c'est à cause du fait que les prélèvements obligatoires, les impôts pour faire bref, mais aussi les cotisations sociales, ont été réduits. Hein, donc sous Macron, cette stratégie avait déjà été appliquée avant. Mais sous Macron, on a été vraiment loin dans cette stratégie, c'est-à-dire qu'on a affamé la bête, on a réduit les prélèvements obligatoires, principalement, pas seulement, mais principalement au bénéfice des entreprises et des plus riches, et puis les deux sont liés, hein, puisque, les actions des grandes entreprises sont détenues par les 0,1% les plus riches. Hein, donc, avec cette fameuse phrase du ruissellement qui devait... On devait avoir le ruissellement. Résultat des courses, l'année dernière, l'investissement privé a baissé. Donc c'est un échec complet du point de vue de la relance de l'activité. Et donc on est dans cette situation. Hein, dans cette situation où effectivement, les libéraux ont réussi à affamer la bête. Et maintenant, ils nous sortent le discours, le seul moyen pour réduire les déficits, c'est de réduire les dépenses. Et donc, je rejoins ce que disait à l'instant mon camarade Imam Nock, c'est que on sait pertinemment que réduire des déficits en période de stagnation ou de récession, c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible, parce que alors a fortiori avec des mesures de compression de la dépense publique, des mesures d'austérité. Hein, c'est-à-dire on sait que ça a des effets plus récessifs de réduire la dépense que d'augmenter les impôts. A fortiori, si on cible les augmentations d'impôts, ce à quoi je suis favorable, sur les plus aisés. Donc on est dans cette situation avec un choix social là, d'être vraiment très, très, très important, qui est: est-ce qu'on se donne les moyens de reconstruire notre modèle social, mais au-delà du modèle social, notre société et nos économies, en fait. Hein, parce que derrière les débats sur le déficit, il y a le sentiment que il y a des choses qui vont plus. Hein, en matière économique, en matière politique. Et donc, il y a une remise à plat qui est nécessaire. Et de mon point de vue, la remise à plat, ça doit absolument aller dans le sens de beaucoup plus de justice sociale et fiscale, avec un travail pédagogique que nous n'avons pas assez mené à gauche, pour parler au sens large, sur le fait que je pense qu'on a été prisonnier, d'un discours trop facile,
qui consiste à dire « Ah oui, avec le néolibéralisme, l'État est devenu un État néolibéral au service du capital, etc. » La gauche s'est laissée entraîner, c'est ça que vous dites. Elle s'est entraînée dans une posture, comment dire, protestataire, contestataire, avec des éléments, mettons le doigt sur les éléments véritables, qui est que c'est vrai que les subventions aux entreprises, les aides aux entreprises, etc., ça a augmenté. Mais enfin, on a laissé entendre que l'État social était en voie de disparition et qu'on avait basculé vers un État néolibéral. Et pour le coup, on n'a pas fait le travail pédagogique auprès des citoyens sur le thème, mais la dépense publique, c'est essentiel, quand c'est bien géré, bien sûr, mais c'est essentiel. Et on raconte plein de bêtises au sujet de la dépense publique. Il y a une étude de l'INSEE qui vient d'être actualisée, là, qui montre que, avant toute redistribution, les 10% les plus riches, ils gagnent 18 fois plus que les plus pauvres. Après redistribution, on était à 1,18, on passe à 1 à 3. Donc il y a toujours de la redistribution. Donc voilà, je pense qu'il y a ce travail pédagogique qui n'a pas été fait, qui nous met... voilà, alors qu'il faut le faire pour reprendre la contre-offensive, parce que c'est ça, de mon point de vue, ce qui nous manque. Il faut couper dans la dépense publique ? Est-ce que ça y est, on est obligé il y a les 40 milliards, il faut trouver des sous. C'est le grand exercice auquel ils essayent de se livrer. Oh oui. Prenez la loi de simplification qui vient d'être adoptée. Vous regardez ce qui reste au bout du compte. Ils n'ont pas coupé dans grand-chose. Regardez aux États-Unis. Mais j'allais y venir. Elon Musk qui déclarait sortir la tronçonneuse, il n'a pas réussi à couper. Et pour cause, si on prend le cas français, en longue période, prenez les chiffres tout à l'heure, on observe que, alors ça c'est les chiffres officiels, que la dépense publique croît à un rythme en volume de 1,1% par an. Alors que le taux de croissance potentiel de l'économie, le taux de croissance tendanciel de long terme, il est de 1,2 aux dernières révisions. Donc ça veut dire que la part de la dépense publique dans le PIB tend à décroître. Et ça veut dire qu'on a déjà fait de la rigueur du point de vue de la dépense publique. Si vous prenez par exemple les dépenses de santé, on sait aujourd'hui qu'elles augmentent, mais pas suffisamment pour couvrir les besoins médicaux qui croissent avec le vieillissement de la population et le progrès technique. Et si vous prenez les dépenses d'éducation, nous avons montré avec mon ami Bruno Tinel dans un ouvrage sur la dépense publique que les dépenses d'éducation par élève décroissaient sur le long terme. Et donc les dépenses dont on a besoin pour préparer l'avenir ne croissent pas et tendent même à décroître en proportion de ce qui serait utile pour la collectivité. Et ça, ils le savent très bien. Ils savent très bien que c'est très difficile de couper dans les dépenses d'avenir. Alors après, ils vont faire les fonds de tiroir. Et ils ont un discours idéologique à tenir vis-à-vis de leur électorat. Et on va passer aux travaux pratiques après, mais si vous regardez dans les 40 milliards qui sont projetés, ils font littéralement les fonds de tiroir sans vraiment s'attaquer à ce qu'ils appellent eux-mêmes des réformes structurelles qui, pour le coup, mettraient à bas l'État social qui, là je suis entièrement d'accord avec Christophe, est absolument efficace. C'est bien pour ça, c'est bien ça le problème. Le problème, contrairement à une idée reçue, l'État social, il est efficace. C'est pas une bureaucratie improductive, etc. Non seulement il redistribue très bien, mais il prépare l'avenir parce que, si je reprends même les termes de la théorie standard, l'éducation et la santé, c'est du capital humain. C'est un investissement qui rend les individus plus robustes, plus qualifiés, plus productifs et qui prépare la croissance de l'avenir. Messieurs, on passe aux travaux pratiques. Merci pour la transition. Dans les pistes dans les pistes envisagées par le gouvernement Bayrou, il y a la fameuse année blanche. Je vois à peu près ce que vous allez me dire, mais une année blanche, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre ? D'abord, peut-être pour creuser un peu quand même. Creusons, mais après, travaux pratiques. Je pense que c'est vraiment important, y compris pour bien passer aux travaux pratiques, de bien comprendre que la dépense publique, il y en a qu'un quart à peine qui sert à payer des services publics. D'accord, les fonctionnaires. Ça n'a pas augmenté depuis 40 ans. Les 3 autres quarts, ça alimente des revenus et donc la dépense auprès du privé. C'est les prestations sociales, c'est les pensions. Qu'est-ce que font les retraités avec leurs pensions ? Ils font leurs courses, les bénéficiaires du RSA, etc. Le plus gros morceau, c'est les retraites. Contribue à l'économie. Voilà. Et donc, ça contribue à l'économie. Et donc, si vous voulez, quand on prend le revenu des ménages en France, mais on retrouve ça dans les autres pays, c'est plus marqué en France, mais il y a la moitié du revenu des ménages qui est socialisé.
La moitié. D'accord ? Rien ne se perd. L'étude de l'INSEE que je vous évoquais tout à l'heure montre qu'il y a bien plus de la moitié des Français, près de 60% des Français, qui finalement reçoivent plus en prestations, en services publics, que ce qu'ils paient. Quand on additionne tout ce qu'ils paient, et ils paient beaucoup, prélèvements de cotisations sociales, d'impôts, etc., tous les impôts, 60% des Français, près de 60%, reçoivent plus que ce qu'ils paient. Donc la moitié du revenu ménage est socialisé. Et en fait, la moitié de la consommation globale est socialisée. Directement, consommation de services publics, et indirectement aussi. Et c'est ça qui a beaucoup augmenté ces 40 dernières années. Sur une très longue période, même plus que ça. C'est, comment dire, indirectement, on reçoit des prestations en espèces, notamment les retraites. Et qu'est-ce que font les retraités? Qu'est-ce que font les chômeurs? Ils utilisent cet argent pour consommer. Puis par ailleurs, on a la part remboursée. Donc ça aussi, ça bénéficie au privé de l'achat de médicaments, des consultations de médecine libérale. Donc voilà, l'activité du privé, elle est étroitement liée aussi à cette dépense socialisée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc alors après, pour revenir sur les travaux pratiques... Sur l'année blanche, oui. Sur l'année blanche, c'est qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ça colle pas, déjà. Ça colle pas. On va pas faire une année blanche sur les dépenses de santé, par exemple. Ça, c'est pas possible. Pourtant, c'est envisagé. Pour des réponses structurelles, on sait que on a une population qui vieillit, on a des innovations médicales, donc les dépenses santé doivent augmenter. La défense. On nous a dit qu'il fallait à tout prix augmenter les dépenses. C'est vrai, je n'ai pas précisé, année blanche, sauf pour la défense. Oui, bon, voilà. Poutine à nos portes, à ce qui paraît. Donc voilà, donc il y a et là surtout, c'est vraiment, comment dire, c'est une politique qui va contribuer réellement à étouffer l'activité. Vous a pas échappé que, mois après mois, les instituts de conjoncture, le gouvernement à sa suite, est obligé de réviser à la baisse. Ce matin, l'INSEE vient de réviser à nouveau à la baisse les prévisions de croissance pour cette année. Le gouvernement tablait sur 1,1, puis finalement on est passé à 0,7, à 0,8, à 0,7, et là l'INSEE vient nous dire ça sera du 0,5. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est au bord de la récession, en fait. La récession, oui. 0,5, on n'y est pas encore, mais enfin bon, ils ont fait un budget sur une hypothèse de 1,5, là on tend vers 0,5, ça veut dire que les recettes fiscales qui étaient prévues vont pas rentrer, qu'on n'aura pas 5,4% de déficit tel que c'est prévu. Donc cette année blanche, même pas envisageable en fait. Alors l'année blanche, ça va aboutir à pérenniser la tendance que je vous indiquais, c'est-à-dire que la part des dépenses publiques, alors le budget de l'année d'avant va être reconduit, mais comme le PIB augmente et que les besoins augmentent, la part des dépenses va continuer à décroître. Enfin, à croître moins vite que le PIB, donc la part des dépenses va décroître. Donc c'est cette tendance-là qui va perdurer. Alors pour rebondir sur ce que disait Christophe, je vais reprendre la rhétorique du camp d'en face, et des libertariens en particulier. Vous êtes en train de changer. Qui sont des marxistes à l'envers, et qui ont très bien compris que la France était un pays, pour eux, carrément socialiste. Tout du moins bien trop socialiste. Alors pas assez pour nos amis gauchistes, mais pour les libertariens, c'est un pays socialiste. Et le problème des libéraux, il y a plusieurs libéraux, catégories de libéraux, mais de ceux-là, et l'agenda qui est fixé par les forces sociales qui sont derrière les idéologues libéraux, et je pense à l'Association française des entreprises privées qui, aujourd'hui, opère le lobbying auprès du gouvernement, c'est très précisément de faire sécession. C'est le terme utilisé par un grand journal du soir, lui-même, pour qualifier le comportement des classes riches, de faire sécession quant au financement de l'État social. C'est ça, très précisément, qui est en jeu. Alors, on a commencé à faire décroître le rythme de croissance des dépenses publiques et des dépenses sociales. Mais, comme le disait Christophe, la stratégie qui aujourd'hui est appliquée, c'est celle que Georges Gilder, conseiller de Ronald Reagan, préconisait à celui-ci en 1980, qui était d'affamer la bête, d'assécher les finances publiques, en disant, voilà, si vous baissez les impôts tout de suite, disait-il, eh bien, vous assécherez les sources de financement de la dépense publique, et vous allez voir que la bureaucratie va plus pouvoir être financée, et ils vont devoir, les supporters de la bureaucratie, reconnaître qu'on ne peut plus la financer. C'est exactement la stratégie qui est en train d'être appliquée. On a baissé les impôts depuis 2017 sur le capital et les entreprises, et ce paquet représente aujourd'hui un manque à gagner de 60 milliards par an quand même. 60 milliards par an, c'est le chiffre de la Cour des comptes.
Là, il cherche 40 milliards, mais il y a 60 milliards en moins à cause des réformes fiscales. Et comme il n'est pas question de revenir dessus, qu'est-ce qu'on va faire ? On va couper dans ce qu'ils appellent la bureaucratie. Donc les libertariens ont pris la main. Et l'agenda, il est clairement politique. À la limite, les prévisions de croissance, tout ça, c'est pour les technos, c'est pour amuser la galerie, mais ils ont un agenda politique et social qui est de détricoter le socialisme rampant qui, pour eux, mine la France. C'est ça l'agenda aujourd'hui des classes riches. Donc on prend le chemin d'une casse sociale organisée et orchestrée. Ouais, à voir. Ah, comment ça à voir ? Si vous voulez, ce qui est quand même amusant, c'est que le budget 2025, qui a été adopté finalement à l'Assemblée nationale laborieusement, fait pour la première fois un budget d'un gouvernement de droite, porté au départ par Michel Barnier, poursuivi par M. Bayrou ensuite. Pour la première fois, on a quand même des augmentations d'impôts. On a une augmentation d'impôts de l'ordre de plus de 15 milliards, quand même. Hein. Taxe exceptionnelle sur les grandes entreprises, de l'ordre de 8 milliards, etc. Et puis et y compris qui allait dans le sens de la justice fiscale, si je puis dire. Hein. Taxe exceptionnelle. Alors, taxe exceptionnelle. C'est scandaleux que ça soit exceptionnel. Non, mais c'est intéressant quand même. D'accord ? Il y a eu un petit prélèvement sur les plus riches de l'ordre à hauteur de 2 milliards sur des dispositifs visant à limiter leurs pratiques voilà. Il y a la sortie du bouclier tarifaire. Il y a une petite baisse des exonérations de cotisations sociales. Vous voyez, c'est la première fois. Hein, les exonérations de cotisations sociales, ça représente 90 milliards. D'accord, depuis 93, on n'a pas cessé de faire ça, baisser le coût du travail, pas relancer l'emploi, ça a fondamentalement pas ou très peu fonctionné. C'est un peu fonctionné, mais c'est un coût exorbitant. Là, pour la première fois, on a un gouvernement qui a réaugmenté un peu à hauteur de 1,6 milliard. Hein. N'était-il pas obligé ? Non, mais j'entends bien, mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on est dans cette phase-là où, à mon avis, c'est vraiment le moment à la fois de savoir être le nez collé sur le pare-brise, parce que c'est important d'avoir des réponses à très court terme, et vraiment à la fois prendre un peu de retort pour redonner parce que je pense que ce qui manque aujourd'hui dans le débat économique, y compris, c'est de refixer des caps. Voilà, c'est de refixer des caps. Là, il y a vraiment un cap qu'il faut redonner. En termes je parle de reconstruction, de reconstruction économique, sociale, politique de notre pays. C'est un peu ça l'enjeu, et ça passe effectivement par combiner des mesures de justice fiscale. Un petit mot, parce que j'aime bien quand ça gratte toujours. Par exemple, il y a eu une polémique, je ne sais pas si vous êtes au courant, autour de la taxe Zuckman, oui. Parce que Zuckman, y compris dans le papier, dans la fameuse tribune du Monde, avec notamment signée par Olivier Blanchard, ce qui est pas rien, il dit oui, la taxe, si on introduit cette taxe, ça ne rendra pas pour autant notre système progressif. Sous-entendu, le système n'est pas progressif. Et là, il reprend la thèse qu'il avait formulée avec Thomas Piketty sur le fait que les plus pauvres, finalement, paieraient plus d'impôts que les plus riches. C'est faux. Ah, c'est faux. Et oui, c'est faux, parce que on peut dire que les plus pauvres payent plus d'impôts si on part de leur revenu primaire, avant redistribution. Mais les plus pauvres, leur revenu, un bénéficiaire du RSA, comment ils payent la TVA ? Mais ils le payent avec le RSA. Donc, tous les spécialistes. C'est pas ce qu'on entend de mais tous les spécialistes sont d'accord pour dire que. Mais tous les spécialistes sont d'accord pour dire que quand on parle de redistribution fiscale, il faut s'intéresser à ce qu'on paye une fois les prestations en espèces versées. Sinon, ça n'a pas de sens. Je vous dis, sinon le taux d'imposition du bénéficiaire du RSA, il peut tendre vers plus que 100%, même puisqu'il n'a pas de revenu primaire. Il n'a pas de revenu primaire, il paye quand même de la TVA. Je veux dire, ça fait. Bon. Et donc. Non, la façon, quand on prend en compte de façon, je pense qu'il n'y a plus trop de débats fondamentalement là-dessus. Voilà, il y a eu des mises au point qui ont été faites par les économistes hétérodoxes. Voilà, François Guérolf, Henri Sterdignac, qui ont dit non, faut pas, et l'INSEE. Bon, voilà, on a un système qui est redistributif, sauf tout en haut de l'échelle. Il faut savoir que les inégalités dans notre pays comme ailleurs, elles se sont creusées, mais elles se sont pas creusées. Elles se sont creusées d'abord en haut de l'échelle. Et quand je dis en haut, c'est pas les 10% les plus riches, c'est même pas les 1%, c'est les 0,01% où là on a un décrochage par le haut, voilà, et qui est pas acceptable d'un point de vue politique. On a ce que vous évoquez, on a une sécession des ultra riches. Et ça, c'est pas acceptable
D'un point de vue, on est en train de revenir à l'ancien régime. Il faut savoir qu'avant la Révolution française, les nobles avaient un privilège, c'est qu'ils ne payaient pas d'impôts. Ceux qui payaient les impôts, on les appelait les ignobles. Ben oui, nobles. Vous voyez, et là, et donc ça crée une crise politique. Hein, et puis surtout, ça assèche les caisses. On a besoin de. Mais vous êtes d'accord avec la démonstration de M. Rameau sur la TVA sociale, sur le fait que des politiques de gauche. Là, je n'ai pas parlé de la TVA sociale. Non, pardon. La TVA sociale, je ne suis pas pour. Hein. Là, j'ai parlé du prélèvement. Là, j'ai pas du tout parlé de la TVA sociale. J'ai parlé du fait que le système progressif, le système de prélèvement global, contrairement à ce qui pouvait être dit, il est progressif. Mais je suis opposé à la TVA sociale. Vous êtes d'accord avec lui ? Oui, parce que les économistes qu'il a cités, Guérold, Serdignac, Raveau aussi, ont montré que en bas de l'échelle, lorsque vous recevez des prestations, en fait, il faut faire la différence entre ce que vous recevez comme prestation et ce que vous payez en impôts, et vous rapportez ça à votre revenu, et dans ce cas-là, c'est très redistributif comme système. Et le taux d'imposition, il est même négatif dans ce cas-là pour ceux qui reçoivent la redistribution. Donc ces économistes-là ont parfaitement raison. Et si on regarde l'étude de Zuckman, oui, c'est entre les 10% les plus riches et les 0,02% les plus riches que ça devient dégressif, quoi. Et c'est ça le vrai sujet. Et c'est eux qui ont fait le lobbying nécessaire pour avoir une fiscalité adaptée à leurs besoins depuis 2017. Et sur la TVA sociale, une réflexion qui vient, qui repart. Vous êtes contre tous les deux. Alors tu parlais de l'ancien régime, mais c'est tout à fait à dessein, parce que l'impôt le plus décrié au moment des États généraux, à la veille de la Révolution, c'était la gabelle. La gabelle, je l'avais. Et la gabelle, c'est l'ancêtre de la TVA, très précisément. Puisque c'est un impôt direct où vous payez au premier centime d'euro dépensé votre grain de sel. Bah là, c'est pareil. Et c'est l'impôt le plus injuste. Parce que les très riches dont on parle ont une propension à consommer très faible. Parce que quand vous gagnez 1000 SMIC, par exemple, vous ne bouffez pas 1000 SMIC dans le mois, quoi. Hein. Si vous en bouffez la moitié, déjà, vous avez un sacré niveau de vie. Mais bon, vous épargnez l'autre moitié. Et donc, vous payez la TVA sur la moitié de ce que vous consommez, de ce que vous avez et que vous consommez. Alors que si vous prenez les pauvres, ils sont trop pauvres pour épargner, donc ils consomment tous leurs revenus. Et donc, naturellement, c'est l'impôt le plus injuste. Et on va demander aujourd'hui aux pauvres, du point de vue de la protection sociale, parce que la TVA dite sociale a pour objectif de remplacer la cotisation sociale pour financer la sécurité sociale. C'est quand même ça le projet. Hein. Et donc, non seulement les riches ne veulent plus payer d'impôts pour payer l'État social qui profite aux pauvres, mais ils demandent aux pauvres qui voudraient de la protection sociale de le financer sur leur propre consommation, d'une part, ou bien de devenir eux-mêmes des petits capitalistes en souscrivant au fonds de pension, puisque c'est l'autre truc à la mode, la TVA sociale, plus les fonds de pension, si vous écoutez bien les débats de ceux qui en font l'apologie. Donc là, il y a un vrai sujet politique et social qui est la nature du financement de notre modèle social, qui repose depuis la Libération sur le fait que les syndicats gèrent dans les caisses de sécurité sociale la partie socialisée du salaire qu'ils ont conquise, et donc qui est prise sur ce qu'on appelle, au sens marxiste, la plus-value qu'ils ont dégagée par leur travail, et ils la gèrent collectivement dans les caisses de sécurité sociale. Et c'est là-dessus qu'une partie du patronat veut revenir, non seulement parce que ça permet d'augmenter le taux de marge, mais ça permet de revenir sur cet îlot de socialisme qui est la sécurité sociale. Alors, ces 40 milliards, est-ce qu'il faut forcément raboter dès cette année, ou qu'est-ce que vous, si vous étiez au poste de François Bayrou, vous feriez? Un petit mot, je rebondis sur la TVA sociale, quand même important, parce que dans cette histoire de TVA sociale, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, un des arguments, le principal argument, c'est de dire oui, ça va taxer les importations. D'accord, les importations sont soumises, alors que les produits importés ne sont pas soumis à cotisation sociale. Mais alors, je suis complètement d'accord avec ce que dit Livre sur le fait que c'est complètement injuste, que c'est une attaque à nouveau contre le salaire socialisé. Hein, bon, très bien. Mais
malgré tout, c'est intéressant. On est en train de reconnaître qu'il y a des problèmes sur des problèmes de concurrence internationale, de concurrence déloyale, etc. Ça. Et moi qui suis un fervent partisan du protectionnisme, voilà, un gros mot pour certains à droite, mais aussi à gauche, parce que ça évoque la nation, tout ça, et que dans certaines catégories, notamment à gauche, on n'aime pas. Quand on entend nation, on entend nationalisme, etc., ce qui, à mon avis, est une impasse complète. Voilà. Mais non, on met le doigt sur un vrai problème. Alors, excepté que si on veut vraiment faire de la politique industrielle, on sait que c'est pas en augmentant d'un point ou de 2 points la TVA qu'on va vraiment changer les choses. Ce qu'il faut, c'est ce qu'ont fait les États-Unis, ce qu'a fait Biden. Vous savez, le méchant Trump avait augmenté un peu les droits de douane. Le gentil Biden, quand il est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a maintenu les droits de douane qu'avait introduit Trump, mais il a fait quelque chose de beaucoup plus dur. Il a fait des subventions massives, d'accord, au secteur de protection industrielle, pour la relocalisation, etc. Je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire. Voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire? Dans le débat sur la TVA, il y a ça. Bon, excepté que la TVA, concrètement, ça porte pas que sur les produits importés, ça porte aussi sur l'ensemble des produits, et donc ça fait un choc négatif. Et donc ça fait un choc négatif de demande, avec en plus de ça le petit, pour s'amuser un peu, c'est que on veut remplacer les cotisations sociales employeurs par de la TVA, mais au niveau du SMIC, il n'y a plus de cotisations sociales employeurs. Il n'y en a quasiment plus. Donc, vous voyez ce que je veux dire, ça risque de faire un choc négatif, en particulier pour les entreprises de main-d'œuvre, parce que leurs produits vont augmenter, le prix de leurs produits va augmenter si la TVA augmente, alors que leur cotisation sociale employeur, on ne voit pas très bien comment ils vont pouvoir la baisser plus, puisque de toute façon, il y en a quasiment plus. Donc bref, je ne sais pas si il y a très peu de chances pour que la TVA sociale se fasse, mais voilà, pour des raisons politiques. Bon, pour revenir à votre question en positif, moi, de mon point de vue, ce qu'il convient de faire, c'est faire un choc de justice fiscale. Voilà, donc revenir sur la contre-révolution qui a été mise en œuvre en partie ces 6 dernières années, mais au-delà, d'accord. Donc il faut remettre à plat. Donc il y a notamment un enjeu sur les impôts sur les successions en fait, qui est quand même majeur. Il faut savoir que les successions aujourd'hui, c'est valable en France comme ailleurs. Elles sont taxées à ça rapporte à peu près 20-25 milliards sur 450 milliards, donc on a un niveau de taxe de 4,5%. Donc augmenter. Mais bien sûr, il faut les augmenter, et les augmenter pour les très hauts patrimoines. Il ne s'agit pas d'augmenter les impôts sur les successions des pauvres ou des classes populaires, pas du tout, qui en sont largement exonérés aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pense souvent. Mais il faut augmenter. Voilà. Il faut d'une façon ou d'une autre trouver les moyens d'augmenter les impôts sur les patrimoines, parce qu'y compris, on bascule, tout se tient, on bascule dans une société d'héritiers. La part des héritages, la part du patrimoine qui est hérité, qui n'avait cessé de baisser durant le XXe siècle, elle est réaugmentée depuis la fin des années 70. Et donc, 60% aujourd'hui, près de 60% du patrimoine hérité, c'est pas acceptable, y compris d'un point de vue libéral. Normalement, quand on est un vrai libéral, on est pour le mérite. On n'est pas pour que les revenus et le patrimoine s'héritent. Quand ça les arrange. Non, mais il y a des libéraux qui sont pour il y a des vrais. C'est intéressant de voir qu'il y a des vrais libéraux qui sont pour taxer les héritages. C'est la moindre des choses, de façon à pouvoir favoriser Voilà, donc là, je pense qu'il faut mener un travail, mais à nouveau un travail pédagogique sur les Français. Vous savez aujourd'hui quels sont. Parce qu'il y a ce souci-là, bien entendu, de qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants, etc. Mettre tout à plat sur le thème. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui. En fait, l'écrasante majorité des transmissions ne sont pas taxées, ou très peu. Très peu. Voilà. Et donc il ne s'agit pas du tout d'augmenter ça, d'accord. Il s'agit au contraire de taxer ceux qui. Donc ça, c'est l'une des propositions, mais pour pouvoir relancer le pays, qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus? Ça, j'entends cette proposition, mais une autre idée. Christophe a raison. La mère des batailles, c'est la bataille fiscale. Parce que si on n'a pas les marges de manœuvre, budgétaires, on ne peut pas faire la transition écologique, on ne peut pas faire la redistribution comme il faut. Et on ne peut pas s'endetter par ailleurs comme il faut, à des taux raisonnables, si on n'a pas les fonds propres, comme on dit dans le secteur privé. Donc la mère des batailles, c'est la réforme fiscale. Et la réforme fiscale, ça passe non seulement par le retour sur ce qui a été fait depuis 2017, mais il faut penser à un régime fiscal qui soit réellement redistributif. Et pour ça, les fiscalistes vous diront il faut des assiettes larges et des taux bas, progressifs mais bas.
Et donc il faut ces assiettes-là et ces taux-là sur les revenus et sur le patrimoine. Je dis bien sûr les revenus et sur le patrimoine, parce que les revenus, c'est ce qu'on appelle un flux. C'est les impôts sur les flux, et donc il faut que l'impôt sur le flux soit progressif, il faut que l'impôt sur le revenu devienne le socle de la fiscalité française, parce que c'est le seul impôt qui soit progressif, et il faut arriver à rendre la CSG progressive en harmonisant les deux assiettes, parce que la CSG finance la partie universelle de la protection sociale. Et donc ça, c'est une première piste, et l'autre piste, c'est que ces revenus, ils alimentent un stock de richesse, le patrimoine. Et donc, ce qu'ont fait les libéraux, c'est de supprimer les impôts sur le stock de patrimoine. Ainsi bien que celui-ci grossit le stock de patrimoine financier, puisque l'ISF avait dans son assiette les valeurs mobilières. Comme elles sont plus taxées, et que l'impôt sur le revenu ne taxe pas les revenus à 100%, le taux moyen d'imposition d'un ultra-riche, il est inférieur à 20% sur son revenu. Tout impôt confondu, Zuckman a montré que c'était 27%. Donc le reste, ils en consomment une partie et ils en épargnent, c'est-à-dire qu'ils achètent des actions qui vont grossir le stock de patrimoine, des actions qui vont rapporter des flux de revenus supplémentaires par ailleurs. Et donc, si on ne rétablit pas un impôt sur le stock de patrimoine, l'impôt sur les successions en fait partie, puisque c'est la transmission, mais le vrai sujet, c'est de rétablir un impôt sur le stock de patrimoine. Alors, ça s'appelait auparavant ISF, qui était très imparfait, parce qu'il épargnait dans une niche ce qu'on appelle les biens professionnels, c'est-à-dire l'argent que les riches mettaient dans les holdings financières qui géraient leur portefeuille d'actions et de participation dans le capital des grandes entreprises. Et donc, c'était considéré comme du bien professionnel, donc c'était exonéré d'impôts. Et l'ambition de la taxe Zuckman, c'était très précisément de remédier à cette anomalie qui fait que l'impôt devient dégressif en haut parce que les riches planquent leur patrimoine dans les holdings financières. C'était de taxer les patrimoines supérieurs à 100 millions, donc ça concerne 1800 foyers fiscaux, et les patrimoines intégraux, c'est-à-dire comprenant ce qu'il y a également dans les holdings financières. C'est pour ça que ça a fait bondir, si vous voulez, les milieux d'affaires, et qu'il y a eu toute une campagne médiatique et politique qui est faite depuis 3 semaines pour que la taxe Zuckman soit boulée et au Sénat et dans la future commission mixte paritaire. Mais le chantier d'une fiscalité sur le patrimoine doit évidemment être remis sur le tapis en même temps qu'une fiscalité sur le revenu qui soit progressive et assise sur une assiette très large avec une reconsidération des niches fiscales. Alors une fois qu'on a fait ça, il faut renégocier les textes européens pour permettre aux États de pouvoir s'endetter quand ça va mal et quand il faut faire de la transition écologique. Les Allemands, désormais, ils sont prêts, parce qu'en plus, il y a des priorités militaires qui font que on ne va pas pouvoir faire autrement. La Commission européenne avait proposé un texte allant dans ce sens avant que, comme je l'ai dit, pour commencer, l'ancien ministre des Affaires allemand impose un frein budgétaire. Et donc, une fois qu'on aura dégagé les marges de manœuvre budgétaires nécessaires et récupéré un peu de marge de manœuvre pour pouvoir et redistribuer et agir et s'endetter, eh bien, il faut mettre en musique les conclusions du rapport Pisani-Ferry-Mahfouz en matière de transition écologique. Ça veut dire une trentaine de milliards par an pour l'État s'agissant des infrastructures et du financement de la possibilité pour les plus démunis de s'associer à la transition écologique, etc. quoi. Et pour finir, dernière question. Donc, pour vous, tout passe, enfin, pas tout, mais une bonne partie passera par la taxation des plus aisés, vraiment les ultra-riches. Alors, peut-être une nuance là par rapport à ce que vous dites. Je pense qu'il faut le faire. Oui, il faut le faire. Je pense qu'il ne faut pas dire que tout le programme, que notre horizon, c'est simplement la révolution fiscale. C'est la fiscalité plus juste. Non. Non, c'est une reconstruction globale. Il y a un volet fiscal, je pense mais il y a un volet reconstruction. Moi, par exemple, sur la dépense publique, mais moi, je suis pour réduire certaines dépenses publiques. On sait qu'en faisant la grande sécu,
par exemple, 100% sécu, on pourrait économiser 5 milliards. 5 milliards par rapport aux complémentaires, privés. Ça augmenterait la dépense publique, mais ça économiserait pour les ménages 5 milliards parce que les frais des complémentaires, les frais de gestion, on est à 15-20%, alors que les frais de gestion de la Sécu pour la santé, c'est 4%. Donc c'est plus coûteux. Je suis pour qu'il y ait moins de pauvres, moins de chômeurs dans ce pays. Et donc qu'à l'horizon, que ces gens-là retrouvent de l'activité. Donc je suis pour, si vous voulez, je suis pour un choc un choc de reconstruction qui, soit dit en passant, ça suppose on est aux antipodes, là, dans tout ce qu'on raconte, des thèses sur la décroissance. Hein. Parce que, avec la décroissance, de mon point de vue, on ne résout pas les questions écologiques du tout, parce que ça suppose, pour les résoudre sérieusement, de faire des investissements massifs. Et l'investissement, c'est de la croissance. Hein, voilà, donc des investissements massifs pour la transition écologique. Mais on ne résout pas non plus les problèmes de déficit public. D'accord ? Donc je pense qu'il faut avoir un projet. Il faut faire attention à pas réduire, je dirais, le projet à la dimension, à la dimension fiscale qui est essentielle, hein, bien entendu. Il y a un projet de reconstruction, hein, y compris pour reconstruire de l'espérance, hein, et les besoins ne manquent pas, hein, en matière d'éducation, en matière de santé, l'hôpital va très mal, et en matière d'écologie. Hein, en matière d'écologie, il y a besoin d'investissements massifs, et là on voit que le gouvernement, ce sur quoi il rabote le plus finalement, c'est sur les dépenses de rénovation du bâtiment. C'est une impasse complète, là. Non, mais pour résumer, il faut un Inflation Reduction Act à l'américaine, mais en France, avec des aides publiques massives pour relocaliser et réindustrialiser en verdissant la production. Et ça booste l'activité économique et ça engendrera des recettes fiscales permettant ex post, comme on dit, de réduire les déficits. C'est ça le bon schéma. Messieurs, merci d'être venus sur le plateau. C'était un plaisir d'échanger avec vous et je pense qu'on va le refaire souvent. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine émission.